Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur Assurance TV. Nous allons aujourd'hui consacrer cette émission à l'assurance vie et le capital investissement, le private equity, parce que nous considérons que c'est une approche importante de financement aujourd'hui de notre économie et notamment de nos grosses petites moyennes entreprises. On les appelait ETI, PME. Alors, c'était historiquement réservé à une clientèle patrimoniale, une clientèle, on va dire, gestion de fortune et institutionnelle. Aujourd'hui, le private equity dans l'assurance vie se démocratise. Nous allons voir ça ensemble grâce à l'assurance vie, avec deux lois successives de 2015 et de 2019. Alors, le private equity, où en est-on aujourd'hui? Où en est-on sur le marché? Où en est-on dans l'assurance vie? Pourquoi est-ce que c'est une diversification qui est utile? Et est-ce que c'est toujours le moment d'investir dans la situation économique que nous connaissons? Alors, pour en parler avec moi sur ce plateau, deux invités de marque, je tiens à le préciser. Corinne Calandini. Bonjour Corinne. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes directrice d'AXA Wealth Management et directrice générale déléguée d'AXA Bank. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Et Madame Fanny Laitier. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, donc vous êtes une spécialiste du private equity vraiment reconnue et vous allez nous expliquer tout au long de cette émission un petit peu ce qu'est Généo. Alors, tout de suite, je tourne vers AXA, Corinne Calandini. Alors, vous êtes vous avez été un des premiers à pratiquer le private equity, le capital investissement dans l'assurance vie. Comment vous positionnez aujourd'hui en quelques chiffres? Alors Jean-Charles, peut-être un petit rappel d'abord de l'histoire du private equity au sein de l'assurance vie, si vous me permettez. Volontiers. Parce que c'est une longue histoire et je pense que ce sujet a occupé les assureurs pendant de nombreuses années et particulièrement avec l'essor des contrats luxembourgeois qui avaient une doctrine en matière de private equity beaucoup plus souple que les contrats français. Et donc la grande question de comment concilier finalement la liquidité promise d'une assurance vie française avec des supports de plus en plus performants réservés à une clientèle institutionnelle et une clientèle de gestion de fortune, mais qui était complètement illiquide. Et donc, pour arriver à réconcilier tout ça, le premier pas quand même, ça a été la loi de 2015, une loi qui s'appelle la loi croissance, sous l'égide d'un pas d'un premier ministre, mais d'un ministre de l'économie des finances qui s'appelait Emmanuel Macron. Et en effet, en 2016, avec Nexted, nous avons lancé la première unité de compte éligible à l'assurance vie dans le cadre de cette loi croissance. Alors, cette loi croissance, elle a fait quoi? Elle a fait deux aménagements particulièrement intéressants pour nous. Elle a d'abord permis que la remise en titre ne soit plus une option dans le code des assurances, mais un choix définitif du souscripteur. Mais il fallait à l'époque encore recueillir l'aval du bénéficiaire. Et puis après, elle a permis de référencer les FCPR, mais à hauteur de 10% des contrats. Donc ça a été vraiment le premier tournant sur les contrats français. 2015. En 2015, de l'histoire du private equity. Et puis après, il y a eu la loi Pacte. La loi Pacte qui, effectivement, a accéléré ce mouvement. Et donc, aujourd'hui, on constate quand même que tous les assureurs ont dans leur offre une offre private equity. Nous, particulièrement chez AXA, on a une dizaine de fonds qui sont ouverts à peu près en permanence, puisque l'offre, elle est quand même assez large. Fanny nous en parlera certainement. Et aujourd'hui, l'ensemble des réseaux du Wealth Management, on a 3 réseaux sur le Wealth Management, dans tous leurs contrats, ils disposent d'une offre adaptée et une offre en private equity. D'accord. Et ça représente en encours? Alors, si on cumule l'ensemble des encours sur AXA en totalité, mais en intégrant aussi le grand public, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a également lancé 2 fonds, AXA Avenir Entrepreneur et AXA Infrastructure, qui sont des fonds qui correspondent à cette loi Pacte. Et là, aujourd'hui, on atteint un peu plus de 700 millions d'encours aujourd'hui, donc on peut vraiment considérer que le private equity a pris son envol. Effectivement. Alors, vous avez parlé de réseaux, différents réseaux, quels sont-ils? Parce que nous nous adressons au monde de l'assurance et de l'épargne et à tous les réseaux. Alors, qui vend du private equity? Alors, chez AXA Wealth Management, on a 3 réseaux de distribution. On a AXA Gestion Privée, qui travaille avec tous les agents d'AXA, agents généraux, prévoyance et patrimoine, agents épargne et protection. Et puis, on a AXA Théma, avec tous les CGPI. Et puis, on a tous les partenaires bancaires. D'accord, effectivement, donc 3 réseaux. Merci de cette présentation. Alors, Fanny Laitier, juste que vous nous présentiez, j'ai parlé de Généo, donc vous êtes présentée comme cofondatrice de Généo. Et est-ce que vous avez un domaine, je vous dis, vous avez un domaine de prédilection qui est le private equity, vous êtes une spécialiste, je crois que vous êtes passée par BPI France. Votre parcours, quel est-il?
Mais moi, je suis surtout une jeune femme originaire du Nord qui a très vite eu envie de contribuer à la création d'emplois dans son pays. Et donc, j'ai travaillé 15 ans à Bercy sur les tuyaux de financement de l'économie. Donc, justement, l'assurance, la banque, le capital investissement, les marchés financiers qui sont finalement autant de façons de mettre du carburant dans le moteur des entreprises. Et puis, chez BPI France, que j'ai rejoint ensuite, puisque pendant 6 ans, je faisais partie de l'équipe de direction de BPI France, eh bien, j'ai pu me rendre compte vraiment du potentiel de création de valeur et de création d'emplois qu'on avait dans une population spécifique que sont les PME et les ETI. Donc, il faut savoir aujourd'hui que les PME, ETI sont les principaux pourvoyeurs d'emplois en France, mais surtout qu'ils sont les seuls pourvoyeurs nets de création d'emplois puisqu'ils représentent depuis plus de 15 ans 200% de la création nette d'emplois en France. Voilà, ça a un effet d'entraînement majeur, notamment dans les territoires, parce que quand on crée un emploi dans une entreprise de cette taille, on crée par effet d'entraînement sur les écosystèmes régionaux 3,5 emplois dans l'économie. Alors pour aller au bout de mes convictions et révéler ce potentiel, eh bien avec François Rivolier qui dirigeait les fonds de private equity de Société Générale, nous avons créé Généo Capital Entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que Généo Capital Entrepreneur? D'abord, c'est une nouvelle façon de faire du capital investissement qui marie apport de fonds propres, évidemment, le carburant dont on avait besoin, du conseil et de l'accompagnement opérationnel pour aider les dirigeants d'entreprise à exécuter tout ce qu'ils ont dans la tête en termes de plan de croissance et de plan de transformation. Et puis ces 200 familles et entrepreneurs qui ont investi chez nous et qui sont aussi un réseau de soutien, un réseau business, un réseau de partage d'expérience. Pour faire quoi? De la finance positive, c'est notre raison d'être. Aujourd'hui, 600 millions d'euros en croissance, destinés à faire des champions européens, des champions internationaux et effectivement à générer un maximum de création de valeur et un maximum de création d'emplois par l'apport de capital patient, donc la maîtrise du temps, par l'apport de capital humain, c'est-à-dire vraiment des ressources humaines et de l'expertise, par un juste partage de la valeur avec toutes les parties prenantes pour que tout le monde travaille dans le même sens et que la locomotive soit bien alignée, et puis la recherche d'un impact sociétal positif parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est possible et nous le démontrons, on peut concilier performance et sens. C'est un sujet très important. Et je ne peux pas dire de phénomène de mode. Ah non, c'est pas de la mode. C'est un grand début. Donc vous travaillez avec les compagnies d'assurance, les banques, tous les établissements financiers. Absolument, effectivement. Nous souhaitons en fait faire connaître le capital d'entrepreneur à un maximum de personnes. Aujourd'hui, le private equity est de plus en plus connu, mais toujours pas suffisamment. Et il y a beaucoup à faire. Donc nous avons des relations directes avec des entrepreneurs, des family office qui ont réussi et qui quelque part comprennent bien notre métier et les aventures de croissance qu'il y a derrière et qui investissent directement. Mais bien évidemment, nous souhaitons toucher un maximum d'autres personnes à travers des banques privées, à travers effectivement des assureurs. D'accord. Alors ce marché que vous connaissez bien, puisque vous avez une expérience formidable sur ces domaines. En France, comment se situe-t-il? Quelle est son évolution? Où est-ce que nous en sommes finalement aujourd'hui si on devait faire un point de passage sur le private equity en France? Je pense que le capital investissement est un objet de fierté en France, puisqu'on est la 2e place européenne. Et donc, notamment suite à l'adoption du passeport européen pour les sociétés de gestion, donc la France est la 2e place financière pour l'accueil de sociétés de gestion en Europe. Donc, il y a un savoir-faire. Il y a des équipes qui existent depuis longtemps et qui ont accumulé des track records, une expérience, une façon de faire. Et aujourd'hui, on est à un moment très intéressant, je pense un peu de maturité de ce métier du private equity, avec des levées de fonds importantes. 2021, c'est 25 milliards d'euros levés en France, donc 4 milliards auprès des family office, 4 milliards auprès des assureurs, notamment on en parlera par les contrats en unité de compte pour 500 millions, et puis les fonds de fonds, et puis tous les investisseurs institutionnels bien sûr qui peuvent investir. Et c'est déjà 8000 entreprises accompagnées en France.
Ce qui à la fois est intéressant parce que ça veut dire qu'on a 8000 entreprises de croissance qui ont été sélectionnées pour leur potentiel par des regards avertis. Et aussi une belle réserve puisqu'on a 137 000 PME en France et 5800 ETI. Donc il y a encore de très belles choses à faire et il faut faire connaître ce levier pour les entreprises et ce levier pour les investisseurs. On est là pour ça. Donc l'industrie financière finalement s'est emparée du sujet. On peut considérer aujourd'hui. L'industrie financière s'est emparée du sujet et elle connaît une belle transformation puisqu'elle a pris la mesure du challenge auquel font face les entreprises, de leur transformation en termes de digitalisation, d'internationalisation, d'orientation vers plus d'impact positif. J'allais dire développement durable. Oui. Ouais. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons changer. Nous aussi, on ne fait plus de la finance comme avant. Nous sommes devenus essentiellement des coachs pour entrepreneurs. Et donc, notre métier va de plus en plus vers le conseil et le soutien opérationnel. Bien sûr, on met des fonds propres pour consolider tout ça. Mais au fond, ce qui compte, c'est l'accompagnement. Alors justement, à propos d'accompagnement et puis surtout d'investissement, donc je le disais tout à l'heure, l'industrie financière s'en est emparée. Bon, AXA, vous l'avez présenté depuis un petit moment. Les principaux instruments aujourd'hui redonnés pour investir dans le private equity, quels sont-ils? Alors ce que je pense, c'est ce que Fanny a dit sur sa vocation que je connais et donc que je sais est sincère, c'est que cette loi croissance, peut-être, elle s'est inscrite aussi dans cette même volonté et ce même constat de se dire qu'il y avait la possibilité d'avoir une épargne vertueuse en France, une épargne qui crée des emplois et qui crée de la croissance et qui, quand en plus on rajoute l'impact à tout ça, peut créer une économie de la transition et évidemment performante sur le long terme. Et donc c'est vraiment dans cette optique-là que la loi croissance sous l'égide d'Emmanuel Macron a commencé. Et elle est assez remarquable parce qu'il y a eu des groupes de travail entre les assureurs, les distributeurs, le gouvernement, et ça a été quelque chose qui a été co-construit. Et donc la loi Pacte, elle s'est inscrite dans la suite de cette loi croissance, un peu comme on apprend finalement en marchant comme une entreprise en fait, en se disant on refait un point après 4 ans, en se disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et du coup qu'est-ce qu'on corrige et où est-ce qu'on va plus loin. Et donc la loi Pacte, elle a apporté des modifications substantielles qui permettent d'accélérer. Et si je regarde effectivement la collecte dans l'assurance vie, le nombre de référencements, on voit bien qu'entre 2015 et 2019, ça a été assez timoré. Il y avait quelques croyants comme nous, AXA, est vraiment porteur du sujet, mais on voit qu'à partir de 2019, vraiment, là, ça commence à se démocratiser et à se mettre en mouvement. C'est la finance qui se met en mouvement, l'assurance. Voilà. Maintenant, si je prends les 3 grandes choses qui ont changé quand la loi Pacte est arrivée. La première chose, c'est sur la remise en titre, et je pourrais y revenir après en matière de liquidité. Ce sujet de la remise en titre, il est important. La loi Pacte a simplifié la remise en titre, notamment en faisant que l'assureur n'est plus obligé d'aller demander l'accord du bénéficiaire du contrat, et simplement le souscripteur suffit à mettre en place cette remise en titre. Donc ça a été vraiment un élément important d'accélération de référencement des supports. Le deuxième point, c'est qu'effectivement les FCPR étaient limités à 10% du contrat. Et donc là, on a permis d'aller à 50%, voire plus, en fonction de chaque politique d'assurance et puis de chaque cas particulier. On peut faire des contrats FCPR, pratiquement. Enfin, il y a toujours le conseil. Bien entendu. Il faut regarder les droits de succession, il faut regarder le patrimoine du client. Donc le pourcentage, le plafond a été levé, mais dans l'absolu, on pourrait faire des contrats au-delà de 50%. Et puis le dernier point, c'est qu'on a référencé des fonds nouveaux, des FPCI, des SPL, des FPS, des fonds professionnels. En fait. Et donc là, on a remis à l'intérieur des contrats d'assurance vie les véhicules qui étaient réservés à la gestion de fortune. Et donc là, effectivement, par transparence, on applique les règles de l'investisseur professionnel. Et donc les personnes ne peuvent investir que sur des tickets de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, vous allez me dire, Corinne, on est loin de la démocratisation. Mais quand même, les FCPR, donc le cran du dessus qui est généralisé et qu'on voit vraiment fleurir partout, là, vous avez quand même des seuils qui sont accessibles chez nous à 5 000 euros ou 10 000 euros selon que nous faisons ou pas la liquidité. Et puis, chez d'autres assureurs, on voit fleurir du 1 000 euros. D'accord, oui, là on peut parler de démocratisation là, quand même. On est vraiment dans la démocratisation du private equity pour l'ensemble des investisseurs privés.
reste la pédagogie sur la liquidité et sur, je pense, le sens. Parce que c'est ça qui est quand même très important aujourd'hui. C'est, certes, on va vers un véhicule qui est performant sur le long terme, hein, Fanny en parlera également, j'imagine, mais fondamentalement, derrière, c'est porteur de sens et porteur de transformation pour notre économie. D'accord. L'investissement en private equity, ça englobe un large éventail de solutions d'investissement qui vont couvrir les différentes étapes du cycle de vie. Alors, on parle de LBO, on parle de dette de l'autre côté, de dette mezzanine. Alors, je ne dis pas qu'on ne s'y retrouve pas, parce que quand on est professionnel, on sait. Est-ce qu'on peut dresser très rapidement une sorte pas de mosaïque, c'est pas ça justement le terme, mais un petit panorama simple. Oui, c'est vrai que ce qu'on utilise finalement le plus souvent, je ne sais pas s'il y a des fonds, des techniques qui sont utilisées plus que d'autres. Non, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de capital investissement, on parle de financement sur mesure. On n'est pas dans la macroéconomie, on n'est pas dans la réponse à un problème massif, sectoriel ou régional, etc. On est vraiment dans un projet d'entreprise qui est de doubler, tripler de taille, de devenir leader européen, de passer des caps, la digitalisation, l'internationalisation. Et ce moment de l'entreprise requiert en fait une attention particulière parce que l'entreprise, c'est de l'humain. D'abord et avant tout, une entreprise, c'est des hommes et des femmes, c'est une équipe dirigeante, c'est des expertises, c'est des équipes R&D, c'est toute une organisation à laquelle il faut s'adapter pour justement lui permettre d'exprimer tout son potentiel. Et de cette façon-là, eh bien, en fonction de l'âge de l'entreprise, de sa taille, de son actionnariat, on va pousser une solution adaptée. Donc le fameux LBO consiste à intervenir de façon minoritaire au capital d'une société, donc il a plutôt vocation à accompagner les situations de transmission où finalement en fait les actionnaires vont passer la main à d'autres actionnaires avec en général un dirigeant qui devient dirigeant salarié. Le capital investissement minoritaire intervient en action, donc on est aussi actionnaire, membre du conseil d'administration, membre de l'assemblée générale d'une société qui va souhaiter que la famille, très souvent, ou l'équipe de direction, pour les entreprises patrimoniales, garde le contrôle de leur entreprise parce qu'elles se voient comme des entreprises qui veulent rester indépendantes et se faire accompagner, oui, mais pas être contrôlées ou détenues par un groupe ou par un fonds. Et puis ensuite, eh bien, on a les instruments de quasi-fonds propres qui vont pousser la logique plus au bout, qui vont essayer de cumuler les avantages de renforcer le haut de bilan parce que c'est important si on veut lever de la dette bancaire et accélérer, eh bien, on va renforcer le haut de bilan et on va avoir un effet d'entraînement sur l'envie des banques de prêter à cette entreprise. Et donc ça va être la mezzanine. Et enfin, on a des fonds de dette qui sont une alternative aux banques avec en général en fait des différés de remboursement plus importants que les établissements bancaires. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est un continuum et que dans la vie d'une même entreprise, on peut passer de l'un à l'autre parce qu'à un moment donné, plus on va vers le haut de bilan et plus on va avoir des rendements importants, donc une performance pour l'investisseur, plus on va vers la dette et plus on va avoir un risque extrêmement faible et des rendements moins importants mais plus stables. Voilà, donc c'est un... On parle de durée de 5 à 8 ans, c'est sur des... Parce que là encore, il n'y a peut-être pas de règle, tout simplement. Alors, chez Généo, on a une approche du temps qui est un peu particulière. Oui, ce qui est juste dans ce que vous dites, c'est que généralement, un entrepreneur raisonne avec des plans stratégiques à 5 à 8 ans. Oui. Donc, c'est important de s'aligner avec lui sur ce que l'on veut faire pendant cette durée et justement, le niveau de croissance et de performance qu'on se fixe au plan financier et extra-financier. Donc ça, c'est vrai que c'est l'horizon de travail. Ensuite, on sait aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est une entreprise. Et donc, plus en fait on sera flexible sur cet horizon temporel, plus on pourra piloter le moment de la sortie, puisqu'il y a aussi ce sujet de la sortie. Et donc, plus on sera performant tous ensemble. Donc, chez Généo, on a beaucoup innové là-dessus, puisqu'on est allé jusqu'à imaginer une société d'investissement evergreen qui a 99 ans de durée de vie et qui peut effectivement accélérer autant que
nécessaire et finalement, par des opérations successives tous les 2-3 ans, rester 15 ans et emmener une entreprise de 50 millions à 1 milliard, ou bien au contraire, considérer qu'il faut rallonger le cycle de vie du plan stratégique parce que il y a un retournement de cycle ou bien il y a un gros projet qui vaut la peine d'être mené, mais qui nécessite un peu de temps. Et on est persuadé qu'en étant aligné sur ces variations de rythme de l'entreprise, alors on lui permettra de vraiment mener la politique la plus audacieuse, de rehausser son niveau d'ambition et effectivement d'exploser les compteurs en termes de performance. Oui, c'est vraiment, vraiment tout le cycle de vie. C'est le cycle des bâtisseurs de long terme. Ouais. Il faut bien voir que derrière ce qu'on appelle barbairement le private equity, nous on parle de capital entrepreneur parce qu'on s'adresse à des dirigeants bâtisseurs. Tout dirigeant d'entreprise ne veut pas forcément doubler, tripler la taille de son entreprise. Mais ceux qui veulent le faire et avec qui nous travaillons sont des gens qui se projettent au moins à l'échelle d'une génération, qui veulent créer des marques, qui veulent laisser des traces, créer de l'emploi, aller à l'international. Et finalement, en fait, ces dirigeants bâtisseurs, s'ils raisonnent à l'échelle d'une génération, on doit pouvoir les suivre dans leur ambition et non pas les freiner, mais au contraire les encourager à exprimer la vraie vision. C'est le vrai capitalisme de départ, finalement. Oui, d'une certaine façon. Hein. On remonte au 19e siècle et on prenait le pari sur les entreprises. Enfin, c'est un côté historique qui est plaisant dans ce... C'est la fabrique à champion. C'est la fabrique, exactement. Vous avez parlé, Corinne, vous en avez parlé aussi également, c'est la liquidité. Dans le private equity, il faut gérer la liquidité, il faut gérer les sorties, ce que vous disiez. Alors, comment vous l'assureur, vous apportez une garantie ? C'est un des gros avantages. Oui, alors c'est pas tout à fait une garantie, mais c'est intéressant. Sécurité. C'est intéressant là aussi d'écouter ce que dit Fanny, parce que vous voyez, quand je vous parlais de l'histoire du private equity, nous, ce sont nos entrepreneurs en gestion privée qui souvent nous ont demandé est-ce que vous pouvez mettre du private equity au sein des contrats d'assurance vie, parce que c'est quelque chose qu'on connaît et c'est une classe d'actifs qu'on comprend. Donc c'est assez intéressant de voir justement à quel point cet investissement il peut prendre du sens et il est transparent pour les gens et on voit bien d'ailleurs depuis plusieurs années un désamour de la cote en général. Donc évidemment, quand vous avez et puis vous entendez Fanny également qui vous parle d'innovation avec les fonds Evergreen, donc on voit que la finance et les attentes des clients évoluent très vite, avec un code des assurances qui évolue moins vite. Voilà. Je veux dire ça comme ça. Donc c'est difficile de réconcilier les deux, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc la liquidité, en effet, vous allez vous retrouver à mettre un support complètement illiquide qui va être dans un contrat où on va vous dire que l'assurance vie c'est liquide à 1 ou 2 mois selon les actes que vous mettez en place. Donc pour réconcilier ça, le législateur a effectivement encadré ce qu'on appelle la remise en titre. Donc la remise en titre, c'est en cas de rachat, en cas de décès. L'assureur vous remet les titres sur un compte titre, charge à la société de gestion de trouver finalement l'acquéreur de l'autre côté et de faire sa liquidité. Si cet acte sur le papier il a l'air simple, dans la réalité il est quand même complexe, il intervient à des moments de vie qui peuvent être parfois également compliqués et donc la plupart des assureurs sont arrivés à se dire que finalement peut-être on pouvait assurer la liquidité. Donc c'est un peu contre-intuitif parce que finalement vous rendez liquide quelque chose qui ne l'est pas. Et donc pour ça, c'est clairement l'assureur qui le porte sur son bilan et qui va faire la liquidité le moment venu. Donc nous, chez AXA, on a trouvé une solution et on a dit, nous on va pricer la liquidité en estimant que le service qu'on rend à notre investisseur, il est réel et perçu. Et donc, effectivement, chaque année, on prend un coût de liquidité supplémentaire qui, si vous cumulez sur plusieurs années de détention, s'avérera peut-être plus intéressant qu'une décote. Et donc, ça nous permet à ce moment-là de gérer la liquidité. Mais ce n'est pas une garantie au sens garantie du prix. C'est vraiment l'assurance de trouver quelqu'un qui va se mettre en face au moment où on va racheter. Voilà. On ne l'assure pas pour tout le monde parce que l'offre est très large et que l'assureur peut décider ce qu'il a envie de porter sur son bilan ou pas. Et dans ces conditions-là, nous, on trouve que c'est vertueux à 2 titres. La première, parce qu'en facturant, on protège la mutualité de nos assurés, qui sont investis par ailleurs sur nos actifs. Et puis le deuxième, c'est qu'on fait preuve de pédagogie. Parce que c'est important de parler à un client final et de lui expliquer qu'il rentre sur un support qui est illiquide. Bien sûr. Et que c'est du private equity. Et voilà comment il va se comporter. Et voilà pourquoi il va avoir peu de volatilité. Et voilà pourquoi il faut rester sur ce temps long.
Exactement. On ne rentre pas sur le private equity pour être sur un temps qu'on arbitre au bout de 2 ans, 3 ans, parce qu'on aurait pensé qu'on a pris la performance. Et je crois que ce point-là est très important. Effectivement, on parle d'une gestion de patrimoine. On parle d'une allocation et d'un arbitrage entre liquidité et performance. Historiquement, la France, mais l'Europe plus généralement, a eu une préférence pour la liquidité qu'on voit moins aux États-Unis. Donc, dans les personnes les plus fortunées américaines, le private equity peut représenter jusqu'à 30% du patrimoine. En Europe, suivant les pays, on est plutôt entre 7 et 15% du patrimoine, mais ça augmente. Ça augmente pourquoi ? Parce que la performance du private equity sur les 15 dernières années surperforme toutes les autres classes d'actifs. Donc il faut se dire qu'effectivement, il n'est pas question d'allouer l'essentiel de son patrimoine au private equity, mais qu'avoir une poche de performance à côté de placements plus liquides, mais très peu rémunérateurs quand même ces dernières années, fait du sens. Ensuite, au sein de cette poche de private equity, bien sûr, tout le monde a travaillé à différents outils de liquidité. Donc chez Généo, on a 2 formes très différentes, puisqu'on a d'un côté un fonds assez classique qui va retourner en fait effectivement la plus-value et le capital initial à partir de la 6e année régulièrement au fur et à mesure que les cessions se font. Je rappelle que le marché français est extrêmement actif et l'année dernière, sur un portefeuille de 2300 entreprises, 1400 ont été cédés, donc ont généré de la liquidité, donc c'est pas neutre. Mais donc ça revient effectivement quand même sur des durées longues, donc effectivement entre 6 et 15 ans, faut être clair là-dessus. Ou alors avoir le choix d'un modèle evergreen, donc en société d'investissement, qui rend en fait régulièrement en fait la performance sous forme d'un dividende annuel et qui est donc plus une valeur de rendement. Ensuite, tous les cas individuels doivent être traités et bien sûr chacun s'organise et comme le dit Corinne, nous organisons par exemple pour les familles qui ont investi chez nous une bourse de liquidité, donc nous trouvons des solutions. Effectivement, c'est un service à proposer et qui se rémunère. On comprend bien qu'on ne peut pas obtenir de la liquidité sur du private equity et je pense que quand nous adressons à des professionnels, et je pense que ces solutions sont totalement compréhensibles, intelligibles. C'est vraiment l'investisseur final qu'il faut sensibiliser. Et à partir du moment où on veut démocratiser, bien entendu, on sort de ce segment gestion de fortune qui est très averti. Et donc c'est là où justement l'ensemble des réseaux de distribution, nos agents généraux, les CGP, les banquiers privés doivent faire preuve de pédagogie. Et c'est pour ça que la part du non-coté, elle augmente dans les patrimoines globalement. Et c'est pour ça aussi c'est très important qu'on offre la possibilité aux gens qui sont en assurance vie d'investir et d'arbitrer au sein de leur contrat. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance vie, c'est plus de 1800 milliards, vous le savez, c'est le placement préféré des Français. Le pire conseil, ce serait de dire à un de vos clients de racheter son contrat d'assurance vie pour aller placer dans un compte titre ou en nominatif sur une société de private equity. Donc c'est vraiment l'arbitrage qui est au cœur du devoir de conseil, parce que finalement, vous avez conseillé votre client sur une stratégie patrimoniale sur l'assurance vie, dans du long terme, et lui proposer un support qui est aussi performant. C'est vraiment pour moi une vraie révolution, et j'espère qu'on va encore aller plus loin dans les années à venir. Une dernière question, parce que cette émission touche à sa fin. Alors vraiment très très vite, on entend dire qu'avec l'environnement actuel de hausse des taux, un peu de danger sur le private equity, on entend et on lit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous pourrez me dire comme ça très vite ? Je dis descendons sur le terrain pour voir la dynamique des sociétés investies par le capital investissement. Pendant la période Covid, les sociétés investies par toute l'industrie du capital investissement ont continué à créer de la valeur et à créer de l'emploi, pendant que le reste de l'économie, effectivement, était plutôt en phase de rétractation. Et donc, il y a une surperformance. Pourquoi ? Parce que nous faisons encore une fois de la microéconomie, nous sélectionnons un petit nombre d'entreprises qui peut générer un maximum de création de valeur et de création d'emplois. Donc, un exemple, Généo s'est créé en mars 2019. Le Covid est arrivé en mars 2020. Les 8 premières sociétés investies par Généo
eh bien, ont déjà fait 27 acquisitions d'entreprises en Europe et à l'international, ont toutes lancé des plans de digitalisation et des plans d'innovation pour l'impact, et aujourd'hui, bien évidemment, surperforment les performances de leur secteur. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre en private equity, c'est que c'est complémentaire des autres classes d'actifs, par exemple des actions cotées, qui vont, elles, refléter plutôt, en fait, un état général de l'économie avec des possibilités de variation de valeur qui reflètent plus, en fait, la conjoncture que le changement des fondamentaux. Quand on est en private equity, ce qui compte, c'est l'appréciation des fondamentaux, et ceux-ci sont heureusement relativement stables dans le temps. Merci. Microéconomie, on a bien compris le terme approprié. Corinne Calandini, merci. Fanny Lettier, merci pour c'était très enrichissant. Je suis sûr que nos auditeurs ont apprécié cette vision du private equity, et donc on vit au private equity dans l'assurance vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. À très bientôt pour une autre émission Assurance TV. Merci de nous avoir suivis.